Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Monsieur le maire de Strasbourg, cher Roland Ries, Monsieur le président de l'Eurométropole, cher Robert Herman, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice de l'École nationale d'administration, chère Nathalie Loiseau, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de service public, Mesdames et Messieurs, vous êtes ici pour beaucoup d'entre vous, élèves de classe préparatoire au concours, élèves de l'École nationale d'administration, de l'Institut régional d'administration de Metz, ou encore de l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Vous vous apprêtez tous à devenir fonctionnaires. C'est votre choix, c'est votre vocation, c'est votre aspiration profonde. Et je veux pour cela vous féliciter du fond du cœur et vous dire l'estime profonde que ce choix m'inspire. Car intégrer la fonction publique, ce n'est pas embrasser n'importe quelle carrière. C'est s'engager d'abord à servir l'État et apporter à nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur origine ou leur niveau de revenu, les services publics auxquels ils ont droit. C'est veiller à chaque instant à ce que la République tienne, jour après jour, sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Au service de nos concitoyens, la fonction publique doit donc, plus que toute autre institution, se montrer exemplaire, être à la hauteur et permettre à chacun, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accéder à un emploi public. Nul ne doit se voir refuser la possibilité de servir l'intérêt général, car c'est un honneur que de servir l'intérêt général. Et dans la République, il n'y a aucune raison que quiconque qui se trouve digne d'un honneur dès lors qu'il s'agit de surcroît de servir ne puisse s'en trouver privé pour des raisons qui pourraient tenir à son origine sociale, à son origine géographique ou à ses conditions. Le rapport que nous a présenté aujourd'hui Olivier Roussel au terme du travail qu'il a conduit en collaboration avec Madame Pauline Panier, travail de grande qualité, nous montre que l'État n'est cependant pas sur ce terrain, loin s'en faut, irréprochable, et qu'il tolère certaines formes de discrimination. J'ai souhaité que ce rapport me soit remis ici, à Strasbourg, en votre présence à tous, en votre présence, Madame la Ministre, et de façon solennelle. Je crois en effet que dans le moment particulier où nous nous trouvons, qui est un moment historique, qui présente sa part de périls et d'enjeux, notre pays a besoin plus que jamais d'une administration forte et exemplaire qui porte haut l'idéal de défense de l'intérêt général. Et que nous devons aussi résister collectivement, avec la dernière énergie, aux projets qui tentent à défaire l'État républicain, en le privant de ses moyens d'action, en contestant sa légitimité à agir ou en dénaturant, ce qui est plus grave encore, les principes qui le fondent. Car je vous appelle à ne pas vous tromper de diagnostic. Nos concitoyens attendent aujourd'hui beaucoup de l'État et de son administration, et ce à juste titre. Bien sûr, ils ne sont pas toujours faciles à satisfaire et disent volontiers avec Courteline que l'administration est là pour compliquer des affaires qui, sans elle, marcheraient toutes seules. Je reprends là la formule de Courteline lui-même. Ils savent pourtant que l'administration est d'abord et avant tout l'instrument de la solidarité nationale, qu'elle apporte dans des domaines aussi essentiels que la santé, l'éducation, la sécurité, les transports, un niveau de service absolument exceptionnel au sein même des pays développés, service dont la qualité nous est enviée par de nombreux partenaires de l'Union européenne ou certains amis des pays occidentaux. Les Français, mesdames et messieurs, n'aspirent pas aujourd'hui à moins d'État. Ils aspirent à trouver en revanche auprès de l'État une qualité et une solide protection. Ils souhaitent que les services publics soient présents partout,
sur notre territoire, et en particulier là où résident ceux qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles, là où ils sont un instrument indispensable de la cohésion sociale. Pourtant, mesdames et messieurs, deux dangers menacent aujourd'hui la fonction publique telle que la France la connaît depuis la Libération. Le premier danger résulte d'une approche comptable et que je crois fausse de l'action de l'État, qui ne voit dans les fonctionnaires qu'une charge financière pour la collectivité. Cette approche, elle n'est pas nouvelle. Elle a conduit parfois à la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, qui a conduit à supprimer près de 150 000 postes de manière mécanique, arbitraire, sans qu'une réflexion approfondie n'ait permis d'identifier les priorités de l'action publique au regard des urgences du moment. Au nom de cette logique d'attrition, certains proposent aujourd'hui de supprimer 500 000 ou 600 000 postes de fonctionnaires en métropole, sans prendre en considération les conséquences pour la collectivité de cette suppression. Peut-on, mesdames et messieurs, réellement croire que moins de sécurité, moins de soins, moins d'éducation, moins d'infrastructures contribueront à renforcer l'unité et l'indivisibilité de la République et la qualité de vie des Français? Ne remplacer aucun départ à la retraite dans la fonction publique, ce serait mécaniquement, pour des raisons qui tiennent à la répartition des effectifs en son sein, accepter la suppression de 110 000 postes d'enseignants. Ce serait priver nos forces de sécurité au concours de 15 000 policiers, alors que la menace terroriste nous contraint à une vigilance de tous les instants. Ce serait supprimer à l'hôpital public plus de 100 000 postes, soit l'équivalent de 25 centres hospitaliers, quand le vieillissement de la population tend à augmenter le besoin de lits d'hôpitaux et de soins. Ce serait priver les Français les plus fragiles de l'accès aux services qui leur garantissent une existence digne et décente, en particulier là où ces services sont les plus nécessaires, en milieu rural ou dans la grande périphérie des villes. Je sais que souvent, quand on interroge ceux qui sont prompts à considérer que les services publics sont toujours trop pléthoriques dans leurs effectifs et qu'on leur demande où ils entendent les supprimer, ces emplois, la réponse vient toujours que c'est ailleurs. Lorsque je fais le décompte à partir de ce qu'est la structure de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière, de ce que sont les répartitions d'effectifs entre ces fonctions publiques, et que je cherche comment on peut atteindre la suppression d'emplois par centaines de milliers, et que je constate que ce n'est jamais à l'endroit où on interpelle ceux qui ont ce projet qu'il convient de les supprimer, j'en déduis que finalement l'ambition est grande, mais qu'à la fin on pourrait en supprimer nulle part. Et que si l'on voulait en supprimer à la hauteur de la promesse qui est faite, alors il faudrait en supprimer partout. Et pour avoir été ministre de l'Intérieur dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays et pour les policiers de France, je sais que l'on ne pourra pas assurer la protection du pays contre le terrorisme, assurer le contrôle de nos frontières, créer les conditions d'une police plus proche de la population dans les quartiers, si nous devions imposer aux forces de sécurité une nouvelle vague de déflation de leurs effectifs. Je sais que l'on ne pourra pas, dans les territoires où l'égalité des chances implique des efforts supplémentaires dans l'éducation nationale, garantir le maintien du dispositif plus de maîtres que de classes, qui garantit le renforcement des moyens dont doivent disposer les territoires les plus en difficulté, si l'on devait de nouveau supprimer des dizaines de milliers de postes dans l'éducation nationale. Et donc, si l'on est attaché au principe de vérité, et si l'on croit qu'il faut maîtriser la dépense publique, ce que je crois pour avoir été ministre du budget et pour être attaché aux réalités, alors il faut faire en sorte que ce soit par des projets structurels que nous y parvenions. Lorsque, par exemple, nous décidons de mettre en place des plateformes de type dans les préfectures, je le dis pour ceux d'entre vous qui sont engagés dans le service public préfectoral, pour faire en sorte qu'on ne connaisse pas encore la logique du rabot, mais que ce soit par une réforme d'une structure qu'on dégage les 2000 emplois
qui doivent être rendus à Bercy pour assurer le rétablissement de nos comptes, eh bien dans cette perspective, on parvient à créer l'objectif de la réduction des déficits, tout en créant les conditions du confortement de nos services, parce que la réforme des plateformes de type permet de dégager plus d'emplois qu'il n'est nécessaire d'en rendre, et le seul peut être affecté au confortement des services préfectoraux et sous-préfectoraux, notamment dans les territoires ruraux. Donc oui, je pense qu'il faut maîtriser la dépense publique, je pense qu'il faut le faire par des réformes structurelles, et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il faille le faire, en indiquant que la fonction publique, l'État, le service public, ces missions d'intérêt général seraient par nature une charge insupportable à la société dès lors qu'elle voudrait se moderniser, que son économie voudrait retrouver le chemin de la croissance. Mais il y a, mesdames et messieurs, un deuxième danger non moins sérieux qui vise aujourd'hui la fonction publique. Il vise son indépendance et son éthique. Il consiste par exemple à vouloir supprimer les écoles où sont formés les fonctionnaires parce que la transparence de leur recrutement et la neutralité de l'enseignement qu'on y donne ne conviennent pas à ceux qui ont une conception du pouvoir qui n'est pas celle que nous avons en partage dans la République. C'est ainsi que certains candidats ou une candidate à l'élection présidentielle proposent de supprimer l'École nationale de la magistrature, alors même que cette école est celle où se forgent et s'enseignent les principes d'indépendance de la justice. Et sans doute d'ailleurs, ce projet est-il conçu pour cette raison même. La remise en cause de l'universalité de certains services publics constitue une autre atteinte aux valeurs de l'administration française, d'autant plus inadmissible qu'elle viendrait compromettre son efficacité. Et aussi longtemps que je serai dans la responsabilité qui est la mienne et engagé avec passion et sincérité dans la politique de notre pays, je n'accepterai pas que l'on puisse considérer que le grand service de l'éducation nationale puisse être fermé à certains des enfants qui vivent sur le territoire de la République sous prétexte que leurs parents seraient étrangers. Parce que ça, c'est le contraire de la République. C'est le contraire de la conception du service public que nous avons en partage. Et dire cela avec force devant les fonctionnaires que vous êtes, c'est pour moi une manière d'affirmer de façon nette et forte une foi républicaine que je n'ai pas l'intention de mettre dans ma poche dans le contexte particulier où se trouve notre pays. Priver les étrangers résidant en France pendant les 2 premières années de leur séjour de la gratuité de l'accès aux soins, ce n'est pas seulement renoncer au devoir d'humanité et aux traditions françaises d'hospitalité, c'est nous exposer à de graves problèmes de santé publique. Refuser d'accueillir à l'école des enfants d'âge scolaire en leur faisant payer le fait que leurs parents sont en situation particulière, ce n'est pas seulement trahir le socle de l'école républicaine tel qu'il existe depuis les lois de Jules Ferry, c'est prendre le risque de laisser grandir en marge de la société des jeunes qui auront pour seule option le trafic, la mendicité, le travail clandestin, comme dans le Londres de Dickens ou le Paris des Misérables. Enfin, prétendre ramener à 10 000 le nombre des entrées annuelles d'étrangers en France chaque année, ce n'est pas seulement revenir de façon inhumaine sur le droit d'asile et sur le droit à une vie familiale normale, c'est aussi interdire aux universités françaises d'accueillir les 300 000 étudiants étrangers qui participent à l'excellence de la recherche française et qui seront demain de retour dans leur pays les meilleurs partenaires de la France, de ses entreprises, les ambassadeurs de notre mode de vie. Face à ces projets, notre objectif doit consister à continuer à offrir aux Français, à tous ceux qui résident dans notre pays, un service public de qualité, dans le respect de ses valeurs, de sa déontologie, à travers une politique de recrutement ciblée et de modernisation constante de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de créer, depuis 2012, des emplois là où les besoins étaient manifestes, dans l'éducation nationale, avec la création de 55 000 postes dans l'enseignement primaire, secondaire, de 5 000 postes dans les universités, d'assurer la sécurité du pays avec la création de 9 000 emplois dans la police, dans la gendarmerie, de 2 700 emplois dans nos forces armées, et de 7 000 emplois au sein du ministère de la Justice. Et ces efforts indispensables n'ont pas eu d'effet inflationniste sur le nombre global de fonctionnaires, car nous avons engagé dans le même temps une modernisation de l'action publique
axée sur une amélioration de la qualité du service rendu au public. Ainsi, la création des grandes régions n'a pas seulement clarifié les compétences de chacune des collectivités territoriales, mais a aussi conduit à ramener de 140 à 66 le nombre des antennes régionales des services de l'État présents sur nos territoires dans le respect de leurs spécificités. L'objectif de mutualisation des moyens des administrations s'est traduit par exemple par la création de la direction des achats de l'État, qui a permis de réaliser 700 millions d'économies par an. Dans les services déconcentrés de l'État, le plan préfecture nouvelle génération a permis à la fois de réaliser des économies, de rationaliser la délivrance des titres aux usagers et de consacrer davantage de moyens à 4 missions jugées absolument prioritaires, pour ne pas dire urgentes: le contrôle de l'égalité, l'animation interministérielle des politiques publiques, l'ingénierie territoriale et la lutte contre la fraude documentaire. Comme le montre cet exemple, la modernisation de l'État s'appuie aujourd'hui sur le développement de l'administration numérique. Cette évolution permet d'offrir de façon économe de nouveaux services aux usagers, qu'il s'agisse de la délivrance de documents d'identité, des demandes de bourses étudiantes, des déclarations de ressources, ou encore des demandes de prestations adressées à certains services sociaux. La France a même pris en 2014 le premier rang en Europe dans ce domaine. La fonction publique n'a donc jamais démenti sa capacité à se réformer. Dans mes fonctions passées au ministère de l'Intérieur, j'ai pu constater à quel point les fonctionnaires des services déconcentrés de l'État étaient animés de la volonté de s'investir dans des projets nouveaux, souvent sans compter leur temps dès lors qu'ils comprenaient que les usagers en tiraient le plus grand bénéfice. Mais cette observation vaut également pour les administrations centrales de l'État, pour l'éducation nationale, pour l'administration territoriale et pour la fonction publique hospitalière. La volonté de réforme existe. Elle existe partout. Elle demande parfois à être réveillée. Mais lorsque nous parvenons par la conviction et la justesse des visions que nous portons